تلخص حولها وهدف لا ثالث الخامس الهدف الخامس. Bonsoir. Alors ce soir nous allons regarder ensemble un film, un documentaire sur la prestigieuse équipe de football du FLN. Une équipe qui a vu le jour justement un 13 avril 1958. Ça veut dire, ça fait 60 ans, jour pour jour. En fait, c'est une équipe qui a vu le jour dans la douleur, dans le feu du combat. Et ce n'était pas facile à l'époque de réunir 11 joueurs qui évoluaient pour la plupart, pour ne pas dire l'ensemble des joueurs en France. Des joueurs qui ont dû consentir un sacrifice énorme, qui ont bradé leur carrière sportive, leur avenir sportif pour répondre présent à l'appel du FLN. À titre d'exemple, Mustafa Zitouni, par exemple, qui était l'inamovible arrière central de l'équipe de France, a dû arrêter sa carrière au profit de l'appel du pays. Rachid Makhloufi aussi, qui devait rejoindre l'équipe de France une fois arrivé en Suède. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse regarder ce documentaire coproduit justement par la télévision algérienne et TV5 France. À un moment précis, quittent tous leur club et rejoignent la Suisse, puis Tunis, après quoi ils auraient fait là une déclaration publique en disant « Nous, en tant que footballeurs, nous venons mettre nos compétences techniques, nos compétences sportives à la disposition de notre pays. » Je peux vous dire que ce départ valait autant que 10 ou 15 ou 20 embuscades. 10 footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord. Moi, j'étais responsable de l'organisation et les footballeurs, c'était des militants. Ils étaient structurés dans l'organisation. Donc, la hiérarchique voulait que ce soit moi qui intervienne. Donc, moi, j'ai donné un ordre, uniquement l'ordre. Les footballeurs, on ne pouvait pas les toucher sans mon accord. Mais, grosso modo, ils étaient tous d'accord. Il n'y a eu aucune menace? Non, non, jamais de la vie. Il n'y a pas de menace. Non. Mais ils étaient déjà des militants et ils payaient leur cotisation. Et probablement une cotisation plus que d'autres. Parce qu'un travailleur de chez Renault ne peut pas payer, ne paye pas la même chose qu'un footballeur qui, quand même, lui, il est mieux payé, il est mieux. Bon. Mais on était conscient de l'apport des footballeurs. On était conscient. Moi, j'étais à Paris quand ils sont sortis. Moi, je sais. Il n'y a pas un journal français qui n'a pas parlé de ça. Il n'y en a pas un. De droite ou de gauche. Il n'y en a pas un. Sur le plan médiatique, je vous dis pour moi, j'appelle ça un 1er novembre. Ouais, un 1er novembre, ça n'a pas fait autant de bruit que les footballeurs en France, je veux dire. Ça a été à l'échelle européenne, pour ne pas dire internationale. Ils ont fait connaître la révolution algérienne à travers leurs prestations. Mais c'est des gens qui étaient déjà FLN et on les a contactés à ce titre et on leur a donné, c'est pas un ordre, c'est une directive. En termes organiques, c'est des directives qu'on donne. Vous devez sortir, on a expliqué le pourquoi. Moi, j'ai expliqué à 3 ou 4. Je me rappelle, c'était Boubkir, Ben Tifour. Je pense qu'il y avait des données, et puis un 4e dont je ne me rappelle pas. Je leur ai dit, voilà, c'est un devoir patriotique que vous devez accomplir. Festival du ballon rond à Colombes. Un des joueurs que le FLN veut recruter évolue au stade de Reims, les Rouges et Blancs, de Fontaine et de Piantoni, sans doute les plus grands joueurs du moment. Mais les techniciens rémois réagissent. Son numéro 10, au sein de cette prestigieuse équipe, il l'a conquis de haute lutte. En centre, Bliard, fauché par Bétache, a le temps de passer à Fontaine qui marque dans le but vide. Le football, c'était tout. C'était le gars qui réussissait dans le football réussissait dans la vie. Ça, c'est sûr. Pour faire du football, il faut avoir le ventre vide, parce qu'on était quand même nombreux à la maison, on avait une seule pièce, je vous le dis sincèrement, elle n'était pas plus grande que ça. Pas plus grande que ça, mais on était 9 là-dedans.
Et tous par terre, c'était la cuisine, c'était tout, quoi. Et là, j'ai décidé vraiment de me pencher sur le football. C'est à partir de 14 ans, donc quand j'ai été mis dehors de l'école primaire, alors que le directeur, ce qu'il m'a dit, Maouche, toi, tu es trop fort pour tout le monde. Tu ne vas pas passer ton certificat d'études. Tu vas aller dans une école qu'on appelait ça l'école de capitaine Missoum. C'est une école d'apprentissage à Alger. C'était pour m'éliminer. Comme c'était un directeur tellement raciste, ce coche. Mais alors là, j'ai arrêté l'école carrément, et puis je me suis mis carrément sur le football, quoi. Mohamed Maouche, jeune joueur français musulman de talent, quitte l'Algérie française pour faire carrière en métropole. À Reims, il se fait un nom, un salaire et une vie meilleure. Mais comme tous les Français, il est appelé au service national. Sportif de haut niveau, il est affecté au bataillon de Joinville, où il est repéré par les sélectionneurs de l'équipe de France militaire. Le 13 avril 1958, Maouche, comme Zitouni, Mekloufi et Boubaker, est une vraie vedette et un footballeur plutôt heureux. On s'est réunis donc avec Boumzareg, Aribi et Dr Moulay à l'hôtel de la Croix des Champs, donc au Louvre. Et c'est là que Boumzareg a dit « Dimanche, c'est le départ. Il faut que tous ces footballeurs-là, il y avait une liste, il y avait 11 joueurs exactement, 11 sans plus, et il fallait qu'ils quittent la France, donc tout de suite après les matchs. » Moi, j'ai vu Brahimi, je lui ai dit alors voilà. Il me dit ouais, je suis au courant. J'ai dit bon, on se voit ce soir à la gare de Lyon, on prend le train de 22h05. J'ai dit les instructions, tu les connais? Il me dit je les connais. J'ai dit chacun dans un wagon, mais pas dans le même wagon et pas dans le même compartiment. C'est-à-dire, il y avait Brahimi, il y avait moi-même, il y avait Bouchouk et Boumzareg. Moi, j'ai pris le train de 22h05 normalement, et bon, je suis arrivé à Lausanne. Donc, on avait rendez-vous au buffet de la gare, normalement, première classe. J'ai attendu de 7h du matin à 10h le soir, mais pas de contact, personne n'est venu. Mais ils m'ont complètement oublié. Et alors, je me suis dit, tiens, il y a contre-ordre. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, il y a contre-ordre, il y a quelque chose, je ne sais pas, une intuition comme ça. J'ai dit, il faut que je retourne voir. Bon. J'ai repris le train le soir, j'arrive à la gare de Lyon, le matin à 6h et quelques, 6h30 à peu près, et puis je suis sorti, j'ai dit tiens, je vais me rendre d'abord voir un petit peu ce qui se passe, voir les responsables s'ils sont là. Puis je tombe sur, alors je l'ai, l'équipe, alors là je vois le titre, etc. J'étais pris de panique. J'ai dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas hésité une seconde, il y avait un responsable de la SNCF, là, je lui ai dit, écoutez, je m'excuse, est-ce qu'il n'y a pas un train qui part sur la Suisse d'ici tout de suite? Ah, il me dit, non, vous avez un train qui part, c'est le direct, c'est le Paris-Bâle, c'est le seul qu'il y a, mais c'est à la gare de l'Est. Et j'avais vraiment juste le temps, j'ai sauté dans un taxi, j'ai été vers la gare de l'Est et j'ai pris ce Paris-Bâle. Nous avons téléphoné à Reims pour avoir des nouvelles de Maouche et on nous a dit qu'il est en permission. Et son régiment on nous a dit qu'il n'est pas rentré de permission, il est donc en absence illégale. Voilà, j'étais là, assis tranquillement. D'ailleurs, j'ai pris le train presque en marche. Hein. J'ai payé dans le train ma place, le contrôleur est passé, je lui ai dit voilà, je m'excuse, je suis arrivé en retard. Bon, à l'époque, il y avait j'ai payé, puis posé ma valise. J'ai dit, je connais la frontière Saint-Louis, je connais très bien, je connais comme ma poche. Il y a la frontière suisse et la frontière française. C'est 1 mètre. Hein. D'un côté, c'est la Suisse, de l'autre côté, c'est la France. J'ai commencé à combiner, à cogiter pendant tout le trajet, qui a duré quand même 6 heures, 6-7 heures. Bon, j'ai dit, je vais arriver, une fois arrivé à Saint-Louis, je vais baisser la vitre, donc, et puis je saute. Je jette ma valise, je saute, et puis donc je suis de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Arrivé donc en gare de Saint-Louis, le train a commencé à ralentir, il s'arrête, et c'est des portes automatiques, donc à l'époque c'était déjà l'automatisation des fermetures des portes. Et je me lève,
Je fais ce geste. Il y avait quelqu'un à côté pour descendre la vitre. Et il me dit, mais monsieur, ça se baisse pas. Alors là, le coupe m'a été souple coupé. Je me suis rassis. J'ai essayé d'être décontracté au maximum. Puis alors là, il y a une jonction qui se fait. C'est-à-dire, bon, il y a un douanier qui monte d'un côté, et un policier, un douanier policier. Et puis il faut la jonction. Ils arrivent vers moi, passeport, je fais ça. Je lui donne le passeport, il ouvre. Et je me suis retrouvé avec des menottes. 10 joueurs réussissent à passer à travers les mailles et à prendre le chemin de Tunis. Mais le soldat Maouche, arrêté au cours de cette première opération footballeur du FLN, est passible du conseil de guerre pour désertion. Il risque le peloton d'exécution. Il va échapper au procès grâce à un puissant protecteur, le général Lott. C'est le président d'honneur de son club, le Stade de Reims. Maouche devient le soldat Hernandez. Il finira son temps dans un bataillon de chasseurs alpins à Chamonix. 2 années interminables. Maouche apprendra par les journaux que 2 nouvelles vagues de joueurs algériens ont rejoint l'équipe du FLN. Mais en novembre 1960, enfin libéré, c'est lui qui organise le 4e et dernier départ, celui qui fera définitivement disparaître les footballeurs algériens des stades français. Lorsqu'il a été libéré, il a fait ses bagages de Reims et il a retrouvé un livre dans lequel il y avait notre adresse. Il a cherché, il avait atterri chez nous. J'ai rencontré toute la famille, les frères, les sœurs, etc. Bon, puis, bon, doucement, on a sympathisé, etc. Enfin, il était question de mariage entre lui et moi, mais bien sûr après l'indépendance. Comme elle était dans l'organisation, etc., avec le groupe des avocats dont Ben Abdallah était responsable, et c'est là que j'ai commencé à reprendre contact, et j'étais dans le comité de soutien des détenus, pour un petit peu cacher un petit peu le... Alors on a dit, bon, vite fait, on va faire ce mariage. On a demandé l'autorisation au FLN, parce qu'il fallait demander l'autorisation. J'étais une militante, etc. Je ne pouvais pas me marier sans l'autorisation de mes responsables. Bon, mes responsables ont donné l'autorisation. On a fait un petit mariage à l'algérienne, très gentil, avec couscous et compagnie. Et c'est là où Ben Abdallah, quelques jours après, on s'est trouvé dans le bureau. Et Ben Abdallah a posé la question à Maouche en lui disant, dis donc, Maouche, combien reste-t-il de footballeurs en France? Il lui a dit une dizaine environ. Il lui a dit, tu peux me donner la liste des noms? Il lui a dit, bien sûr. Tout de suite, je fais la liste. Donc, Bouchache, Le Havre, à Rennes, il y avait Mahi, à Limoges, il y avait Ahmed Arab, à Bordeaux, il y avait Amara, à Nîmes, il y avait Bouricha, il y avait Wali Kani Djbeili, plus Kader Firoud. Et à 3, il y avait Karoun. Donc voilà le dernier groupe, le dernier noyau qui restait en France. Et il nous dit, voilà, j'ai eu les contacts avec les responsables de la Fédération de France, vous allez faire le balayage. C'était un ordre même de Ben Abdallah, et donc tout de suite après, j'avais une dauphine à l'époque, je me souviens. J'ai dit, bon, avec une dauphine, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas... Bon. Il me dit, débrouille-toi. J'ai dit, bon, je laisse la voiture. Il me dit, non, il faut une voiture, etc. Tu te débrouilles. Le FLN, c'était comme ça, il fallait se débrouiller. On nous a remis une somme d'argent. On nous a dit de nous faire tout petit, enfin surtout pour moi. Mais comme je venais de me marier, j'avais un petit livret de famille tout neuf, au nom de Maouche. Donc pratiquement sur un livret de famille amené on ne le regarde pas. Comme j'ai toujours aimé les MG, parce que j'avais une TD avant en Suisse, j'avais une TD. J'ai toujours adoré ces voitures-là. Je suis amoureux des voitures anglaises, des voitures sport. Donc je dis, tiens, je vais voir. Je suis allé donc chez un agent. Je me suis présenté, oui, c'est vrai. Bon, j'étais déjà connu quand même. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, écoutez, voilà, ce que vous avez. Il me dit justement, j'ai une voiture, elle est là, elle est magnifique, elle est... Je la regarde, elle était vraiment impeccable, impeccable. Ah, j'ai dit, ok, oui, je la prends. J'ai dit, mais je ne peux pas vous payer tout de suite. J'ai dit, je vous laisse la dauphine et je prends ça, puis entre-temps, vous faites les papiers, etc. Il me dit, il n'y a pas de problème, etc. Marouche, commu, machin, tout un baratin. Bon, je prends la voiture.
Et j'ai dit, bon, la carte grise, il me la faut tout de suite. Il me dit, bon, je vous donne juste un récépissé, etc. Puis bon, il faut attendre quand même quelques jours. Bon, là, je dis, bah, nous, on travaillait énormément avec les Corses à la préfecture de Paris. Et il fallait, bon, le FLN, c'était ça, hein. Il fallait donner de l'argent. C'est tout. Pour une carte grise, c'était facile. Et puis j'ai eu la carte grise dans la journée même. Et puis, Des motards, mais 2 fois les motards ont reconnu Maouche et ne m'ont même pas regardé. On m'a pris pour une Française, enfin passe-partout, j'ai une tête passe-partout en définitif. Hein. Donc Maouche faisait une petite virée, sympa, et il me montrait de loin les joueurs. Moi je ne les connaissais pas. Alors il discutait soit avec l'entraîneur quand on était par exemple au stade. Il m'est arrivé de contacter les gars directement au stade. Alors, avant d'entrer au stade, il repérait le joueur qu'il fallait que je contacte et il me donnait son numéro. Quand, par exemple, il s'entraînait, etc., il me disait, tiens, c'est le numéro tant. Et puis, j'allais vers le fameux numéro et je lui disais, voilà, je suis un agent de liaison du Mdjibha. Je disais ça en arabe, hein. Je suis un agent de liaison du FLN. Tu es appelé à rejoindre la Tunisie. Je suis allé à Bordeaux voir Amara, je suis arrivé vers 2 h du matin, ça a duré 30 secondes. J'ai donné des instructions, j'ai dit voilà, demain, lundi, au Hôtel de la Cigogne, Genève, avant midi, et puis je suis parti, sans plus. La grande émotion, je l'ai eue à la veille de notre déplacement girondin de Bordeaux à Metz. 36 heures plus tôt, il y avait M. Maouche et sa femme qui sont venus me voir à l'avenue Saint-Saëns, là-bas à Strasbourg, près à Bordeaux, près du local, en me disant, voilà, Saïd, tu as été choisi par les responsables à rejoindre tes camarades. Dans le cas où tu ne refuses pas ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on n'était pas forcé. On ne nous a pas mis, si on dit, le couteau sur la gorge pour dire, tu dois partir. Non, non. La question était posée comme telle. Et dans le cas où tu veux, tel jour, telle heure, tu dois te trouver à tel endroit. Et il ne disait rien du tout, il n'avait rien le droit de dire. Ou il venait, ou il ne venait pas. S'il venait, bon, tant mieux, s'il ne venait pas, puis après, il y avait des sanctions. Ah, c'est le rapport qui suit. Hein. Une fois arrivé à Tunis ou à Paris, je fais mon rapport, je le donne à qui de droit, c'est à Maître Ben Abdallah, parce que c'est lui le responsable. Et puis lui, il voit avec d'autres responsables, c'est-à-dire le zonal ou le fédéral ou le responsable du coin même, quoi. Et c'est à lui de prendre des sanctions. Et la sanction se prend très vite, hein. Soit une sanction pécuniaire. Vous savez, quand vous avez entre 18 et 22 ans, vous avez votre promotion sociale qui s'améliore. Vous avez les journaux qui parlent quotidiennement de vous. Tout le reste à vos côtés, c'est rien. J'avais un ballon dans la tête, moi. Mais entre-temps, en 58, j'étais conscient de ce qui se passait chez nous. Avec ces militaires qui étaient débarqués là-bas, ces légionnaires, ces flashs qu'on voyait à la télévision, ce que j'entendais, ce que je recevais par lettre, a fait de moi, plus les insultes que je commençais à avoir quand on faisait un mauvais match ou la mauvaise passe, sale fait la gare, retourne à ton pays. Alors, au fond de vous-même, ces choses, il y a une sorte de répulsion. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, je voyais d'autres qui souffraient. J'ai dit, je n'ai pas le droit de rester, moi, à l'écart. Mais seulement, c'était pas possible qu'on reste à jouer à la baballe, si vous voulez. Pendant que d'autres, on pouvait continuer à jouer à la baballe, mais utilement, positivement et militer. Pour un but, pour cette nation que nous voulions à tout prix. Et c'est normal. Vous avez il y a bien une équipe de chanteurs, de musiciens, etc. Et ça a été très positif, parce qu'ils ont été les ambassadeurs de l'Algérie, si vous voulez, de l'Algérie combattante, dans tous les pays qui voulaient bien nous recevoir. Ils avaient un nom,
Il fallait qu'ils le mettent à la disposition, enfin. Si le contraire s'était produit, ça aurait été une aberration terrible. Autre demi-finale à Colombes, où Reims, culotte blanche, rencontre Lens. Après une première mi-temps assez terne, l'attaque rémoise est maintenant en activité. À la 56e minute, Fontaine intercepte une passe d'Assouna et marque imparablement. Nous, ce qui nous intéressait en France, en dehors de la colonie algérienne, c'est l'opinion publique française. C'est pour ça que vraiment on a, si vous voulez, on était vigilants pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas retourner l'opinion publique française contre nous. Ça a été évidemment un des objectifs du FLN en France, c'est avoir, coûte que coûte, l'opinion publique française, le peuple français, si ce n'est pas avec nous, ou du moins, pas contre nous. Les Algériens, enfin, pratiquement, ils étaient tous acquis à l'idée de l'indépendance. Et puis, pratiquement, on a quadrillé pratiquement toute la colonie. On a créé des écoles des cadres, on a organisé des prisons, on a organisé des filières, on a organisé les travailleurs, on a créé la GTA, on a créé des commissions d'hygiène, des commissions de justice, des commissions de détenus. Pratiquement, on a créé un État dans l'État français. Voilà. Donc, tous les moyens étaient bons, mais notre problème était politique, on l'a réglé politiquement. Ce n'est pas toujours la mitraillette qui rapporte. Donc, c'est des patriotes. On l'appelait l'équipe du FLN. C'est des combattants comme d'autres. Il y en a à qui on a donné un stylo, il y en a à qui on a donné un micro. Chacun de nous a eu un rôle. Et le footballeur a un rôle. Comme j'étais le plus connu, on est venu me solliciter pour essayer de former une équipe combattante en Tunisie. La plupart des joueurs avaient déjà été contactés, donc j'ai répondu présent. Au sommet, j'étais au sommet, oui. J'étais au sommet, oui. J'étais titulaire en équipe de France. Ça a été vraiment pour moi l'apothéose, que je sois sélectionné puis en équipe de France. C'est sûr, c'est le vœu d'une carrière d'un footballeur, d'un sportif. Que ce soit n'importe quelle discipline. De jouer en équipe de France, de représenter un pays, c'est beaucoup. Et en plus de remplacer un monsieur comme Janquet, ça a été vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'inoubliable. Parce que Janquet était quand même un des meilleurs centrales d'Europe. Je suis arrivé à lui enlever la place. J'ai joué à sa place, comme arrière central. À Paris, contre Di Stefano, là, on avait fait 0-0 et la France a été qualifiée pour la Coupe du Monde en 58. Si par exemple la France avait perdu, la France aurait été éliminée de la Coupe du Monde. J'ai sauvé un but. Le ballon allait pénétrer dans le but et j'ai réussi à faire la couverture de Colonna pour sortir ce ballon qui allait vers le but. Le sauveur de la France d'ailleurs. J'aurais voulu faire la Coupe du Monde par exemple en 58. J'aurais voulu la faire. Mais le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière sportive. Ma carrière sportive, et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. De pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 58. Une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes. C'est qu'une équipe comme Monaco, qui est deuxième du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes, est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni, son arrière central, Ben Tifour, son ailier gauche, Boubaker, son gardien de but, et Bekloufi, un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. Un coup sérieux pour Monaco, ça. Et puis alors, c'est un coup sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. Il n'y a pas eu de menace. Hein. Il n'y a pas eu de menace pour leur dire, en tout cas moi pour ma part. Hein.
je ne pense pas qu'il y en ait eu un qui ait été menacé. Je vous dis, Joe Bailey, lorsqu'il m'a dit, écoutez, je lui ai dit, moi je ne prends pas de décision, j'ai une mission. Vous me dites ça, pas de problème, mais je vous avertis. Si on vous dit non, il vaut mieux rejoindre. Voilà ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai exagéré, parce qu'on ne m'a pas dit de dire ça, hein, c'est évident. Mais moi j'avais envie de ramasser tout le monde. Ça c'était cette partie, si vous voulez, je voulais absolument réussir cette mission. À l'instar d'autres, vous voyez. Et puis, c'était quand même une mission un peu aventure. Ça a été la plus agréable des missions que j'ai pu avoir. Hein. J'avais un nom, j'avais tout. Je commençais à m'imposer. Et tout d'un coup, on était sollicité de quitter la France pour rentrer rejoindre le GPRA, le gouvernement provisoire algérien. Bon. Il y avait des responsables politiques de France qui sont venus nous solliciter. Qu'est-ce que vous voulez? On est rentré, on est parti, avec ma femme et tout. Ils laissent tous beaucoup de choses derrière eux. De gros salaires, la célébrité ou de grands enjeux sportifs. Et puis, beaucoup d'entre eux sont mariés à des Françaises. Pour ces épouses, le choix du départ va être encore plus difficile. Mais il fallait ou bien quitter son mari ou le suivre. Et toutes les femmes étaient des jeunes femmes, des jeunes mariées presque. Donc elles ont suivi leur mari. Simplement, on ne savait pas ce qui allait arriver. On savait qu'on partait. Mais pour quand? Pour combien de temps? On ne savait pas. J'avais pas peur. Je ne suis pas une femme à avoir très peur. Mais j'étais angoissée, voilà, un peu, oui. Angoissée de voir où tu vas. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Mission accomplie. Tous les joueurs ont été contactés et informés sur les moyens de se procurer argent et faux papiers. Désormais, c'est chacun pour soi pour rallier Genève, puis Tunis. Je suis arrivé au poste frontière. Ce poste frontière, j'ai oublié le nom. Bon, j'étais là avec la voiture, je me mets en veilleuse, etc. Très proche, à 3-4 mètres. Il sort la tête, il pleuvait. Et bon, donc, la voiture est immatriculée 9215 KC75. J'ai toujours le matricule en tête. Puis un signe de la main. Moi, j'avais déjà enclenché la première. Ben, c'est une voiture qui partait très vite. Partie, donc, le poste frontière belge qui n'était pas très loin. Bon, une fois à la frontière belge, c'était fini. Là, on fait le Luxembourg, une partie du Luxembourg, une toute petite partie de l'Allemagne. Je descends vers Bâle. De Bâle directement donc vers Lausanne, Genève. Voilà, tout ça en 48 heures, en moins de 48 heures. Et on est arrivé le 2 novembre donc 1960 à Tunis. Pour tout le monde, la vie en Tunisie, c'était l'avion rose. Il ne faut pas croire que c'était... On était bien payés d'abord, il faut le dire. On était très très bien payés, on avait nos appartements, on nous trouvait nos maisons, il y avait les dancing, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. À Tunis, c'était la liberté totale. La Tunisie, indépendante depuis 1956, accueille tous les exilés algériens, militaires, politiques ou footballeurs. L'équipe du FLN y trouve donc tout naturellement son port d'attache entre deux tournées. Mais les joueurs partent quelquefois pendant 3 mois d'affilée pour populariser la lutte et aussi pour lever des fonds dans les pays amis. J'étais bien, si vous voulez, parce que, oui, j'étais jeune, j'avais l'esprit aventurier, c'était une aventure, mais il ne fallait pas que je pense à quoi servait l'argent quand mon mari allait jouer dans les pays de l'Est ou en Russie, ou à quoi servait cet argent. Est-ce qu'il servait à acheter des armes, après tout, pour aller tuer des Français? Ça me tracassait un peu. Mais on a le droit de le dire, je suppose, ça.
Ben oui, j'y ai pensé. Je pense qu'il y en a d'autres qui devaient y penser, mais qui n'ont peut-être pas osé le dire. Et mon mari sait très bien que je le pensais. À l'époque, la FIFA, la Fédération internationale de football, ne se pose pas de questions. Elle n'envisage pas une seule seconde de reconnaître l'équipe du FLN, puisque l'Algérie est toujours française. La FIFA va même plus loin, elle menace d'exclusion tous les pays qui recevraient officiellement l'équipe du FLN. La France, membre influent de la fédération, est ravie. Mais d'autres pays membres, les non-alignés ou ceux du bloc de l'Est, sont bien ennuyés. Comment tendre la main aux footballeurs du FLN sans se faire exclure? Ces pays de l'Est ont eu l'astuce de dire, au lieu que ce soit leur équipe nationale, de dire c'est de telle usine, Tractor, qu'on rencontrait, au lieu de dire l'équipe nationale bulgare ou autre chose, c'était le nom de certaines entreprises qu'ils avaient ou certaines sociétés. Alors ça passait sous silence. Et donc ces clubs n'étaient pas sanctionnés quand ils participaient en Coupe du Monde, dans les éliminatoires. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous, parce que nous étions des déserteurs de la FIFA. Donc ils n'avaient pas le droit de jouer contre nous. Bon, c'était des matchs amicaux, mais c'est toujours sur autre chose. Parce qu'ils n'étaient pas... Nous, on était interdits de jouer à l'époque quand on a quitté la France. Quand on a quitté la France, enfin l'Angleterre, tout ça, on était interdits de jouer avec les clubs étrangers. On n'avait plus le droit, alors on mettait ça sur le coopératif, tout ça. On y avait toujours une excuse. C'était une fausse étiquette, pour pas être sanctionné par la FIFA. Pour que les clubs qui nous recevaient n'étaient pas sanctionnés par la FIFA. Un seul pays a le courage d'aligner son équipe nationale contre celle du FLN, le Maroc. Mais ce pays a une bonne raison. En avril 1956, le gouvernement français avait gravement porté atteinte à son intégrité en arraisonnant, en plein espace aérien marocain, l'avion des principaux dirigeants du gouvernement provisoire algérien. À Alger, dans les locaux de la DST, les 5 chefs rebelles capturés, Boudiaf, Aïd Ahmed, Kider, Ben Bella et Lashraf, se préparent à être transférés à Paris. Pour le roi du Maroc, Mohamed V, l'arraisonnement de Ben Bella était une question politique, bien sûr, mais aussi une question d'honneur. Le roi, qui estimait avoir failli à ses hôtes, voulait rembourser sa dette. En accueillant officiellement l'équipe du FLN, il reconnaissait implicitement la souveraineté algérienne, une insulte pour la France, une provocation pour la FIFA. Pour le Maroc, il y a un problème très important. Il ne faut pas oublier que les 5 ministres, ou les 4 ministres et un autre représentant du FLN qui ont été détournés, pas seulement détournés, kidnappés, si j'ose dire, dans un avion en plein ciel, c'est les 5 qui se trouvaient dans un avion marocain, si j'ai bonne mémoire, le 22 octobre ou le 26 octobre 1956. Or, ils étaient là, les hôtes du roi Mohamed V, et évidemment, la France avait commis, ou le gouvernement français, moi je préfère dire le gouvernement français de l'époque plutôt que la France, hein. Le gouvernement français de l'époque avait commis vis-à-vis de Mohamed V un acte de piraterie internationale. Alors, que Mohamed V mette son équipe officielle à jouer contre l'équipe du FLN, ma foi, c'était pas très grave pour le gouvernement français de l'époque. Qui est le plus grand provocateur? Est-ce le Maroc qui met son équipe à jouer contre l'équipe officielle algérienne, ou bien le gouvernement français de l'époque qui détourne en plein ciel un avion marocain dans lequel se trouvaient 5 ministres algériens? Voilà le problème. Les footballeurs marocains sont suspendus pendant 1 an, mais les footballeurs algériens, eux, poursuivent leur très longue série de tournées. Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Pologne, URSS, Libye, Chine ou Vietnam, de 1958 à 1962, 91 matchs, 65 victoires, 13 nuls et 13 défaites. Les footballeurs algériens deviennent de parfaits ambassadeurs.
la grande vie a commencé, la grande étape a commencé de la part de Tunisie. Et là, on a côtoyé des rois, des présidents de république, on a côtoyé des peuples. C'est sûr, on était bien, hein? Bon, on voyageait, les grands hôtels présentatifs, bon, les hommes politiques qui font leur discours, bon, démontrer qu'est-ce que c'est le peuple algérien. Quand ils nous voient des playboys bien, ils ne vont pas dire c'est les informations, vous savez, quand on fait des événements, on voit tout le temps avec des chabilla et tout, qu'est-ce que c'est ce pays qui veut être indépendant. Quand ils nous voient, nous, des jeunes footballistique, contact humain. On est allé dans des coins où on ne savait pas ce que c'était que l'Algérie, où se situait l'Algérie. On nous demandait est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des tramways, est-ce qu'il y a des voitures, est-ce qu'il y avait des endroits où on croyait que l'Algérie c'était la jungle. C'est l'accompagnateur attitré depuis de 1958 jusqu'en 1962 de l'équipe du FLN. J'étais commissaire politique parce que l'équipe du FLN ne jouait pas uniquement au ballon, elle s'intéressait aussi à la politique et ce qui se déroulait sur le territoire national. Donc, il fallait que ces joueurs soient structurés en une cellule politique. Toute cellule politique a à sa tête un responsable politique. Avant chaque rencontre, par exemple dans les pays de l'Est, je prenais la parole pour m'adresser non pas aux joueurs, mais de m'adresser aux spectateurs qui viennent voir évoluer une équipe algérienne pour la première fois. Nous leur faisons comprendre ce que c'est cette équipe. Que cette équipe joue au football, mais pour vous faire entendre la voix de l'Algérie combattante.
vous allez voir évoluer des joueurs jouant au ballon, mais ce qu'ils représentent, ils représentent une cause. S'ils ne la connaissent pas, ça nous permet de leur transmettre le message. Tout en jouant au ballon, ils peuvent être des bienfaiteurs à la cause de leur pays. Et vous deviez assurer la discipline de 30 jeunes de 20 ans? Oui. C'est quand un joueur arrivait en retard, vous pourriez m'expliquer comment ça se passait? L'entraîneur prend une décision, il la communique à l'ensemble des joueurs et c'est à l'unanimité que la décision est prise. C'est bien simple, je crois qu'il s'explique très bien. Il signale que le frère Mekloufi s'est présenté au dîner prévu à 12 h avec 50 minutes de retard. Ce frère devra verser à la caisse de l'organisation une amende de 2000 francs. Cette sanction a été décidée en présence de tous les membres de l'équipe au cours d'une réunion organique du 15-5-1959 à Plovdiv, c'était en Bulgarie. Il ne décide pas seul. C'est en présence des membres de l'équipe, de toute la délégation. Nous devions comprendre tous leurs gestes et leurs comportements dans tous les sens. Ce que nous n'admettons pas, c'est l'indiscipline. Je suis partie en tournée. Tout de suite, j'ai été avec des camarades, des copines maquisardes. On s'était regroupés et puis on avait vu le commandant Hasdin. On est monté aux frontières et quand j'ai vu ce regroupement de réfugiés et cette misère de la population algérienne, des frontières tunisiennes, oh, j'ai dit je ne peux pas rester comme ça en ville. Hein. Et je suis resté avec eux. Et on a fait le premier village socialiste, tiens. Il y avait Boumedienne qui était chef d'état-major à Rdimao. Et il y avait déjà des filles, quelques-unes, qui soignaient un petit peu. Il y avait 83 000 réfugiés sur la frontière tunisienne. Il n'y avait pas encore l'indépendance. Hein. Et comme c'était un but qu'on s'était assigné, mes parents, mes frères et moi, il fallait continuer. Et puis ensuite, il y a eu 19 mars, l'indépendance enfin, avec un peu d'angoisse quand même quelque part. Parce que c'est comme si, vous savez, comme une grosse peur. Dans notre groupe, là, quand on a appris ça, j'ai dit c'est magnifique. Oh. Et puis tout de suite après, j'ai dit c'est fini. C'est fini l'action. Enfin, pour moi, il y avait une fin qui m'angoissait un petit peu. Qu'est-ce que je vais devenir? Cette question, tous les Algériens se la posent. Les footballeurs du FLN aussi, bien sûr. Leur devoir accompli, ils n'y apportent pas tous la même réponse. Certains d'entre eux retournent en France pour y terminer leur carrière sportive. Rachid Mekloufi, par exemple, aidera Saint-Étienne à conquérir un nouveau titre de champion de France. D'autres resteront en Algérie pour y savourer la reconnaissance du nouveau pouvoir. Je pense que quelles que soient les appréciations, si nous étions restés en France, elles n'auraient pas eu, par exemple, une telle teneur comme le président Boumedienne. Et il s'est permis à un moment donné, lors d'une soirée, de dire l'équipe FLN, ce sont des immortels. On est considérés comme des combattants. Je parle de l'équipe du FLN. Hein. Nous sommes considérés comme le Moudjahed, c'est-à-dire le combattant. On a les mêmes droits. Et on a aussi les mêmes devoirs. Vous touchez une retraite? On a une retraite, on a une pension des Moudjahidines. Nous sommes, pour ainsi dire, les parents de l'équipe nationale de football d'Algérie. Parce que 62, 63, 64, c'est les joueurs de l'équipe du FLN qui ont constitué pour la majorité les équipes nationales de cette époque-là. Bon, après, nous sommes devenus entraîneurs. Donc nous avons continué de servir le football national.
انا مني والفت ومشى عليا ما بقى لي نسمع صوته في صدري. Aujourd'hui, à Alger, les enfants de la Casbah ne savent plus que la petite histoire du football a participé à la grande histoire de leur pays. Les enfants ont de nouveaux héros, comme Zinedine Zidane, algérien et demi-dieu de l'équipe de France. Il y a très longtemps, pourtant, c'était un moyen de lutte politique. Ils sont encore quelques-uns qui vivent à Alger à ne pas l'avoir oublié. Quelques-uns comme Khadija et Mohamed Maouche, qui essaient de faire comprendre à leurs petits-enfants que ce combat-là, ballon au pied, a été le plus beau de leur vie. Ouais. Ça, c'était à Tunis. On attendait justement ceux qui avaient été arrêtés dans l'avion détourné français, que votre prof d'histoire là vous a raconté. Les responsables, les grands responsables. Alors après le cessez-le-feu, ils ont été libérés. Tu te souviens, on avait raconté ça à l'école. Ils ont été libérés, et bien Papy et moi, on les attendait avec une caméra et on voulait filmer ça. Alors tous les Algériens qui étaient en Tunisie attendaient l'arrivée de ces 5 responsables qui avaient été arrêtés en quelle année? En 56, tu te souviens? Tu vois, les voilà, on les voit un petit peu, ça bouge un peu parce qu'il y avait énormément de monde à côté de nous qui nous bousculait un petit peu de tous les côtés. Voilà, là, ils sortent de l'aéroport, il y avait du monde, il y avait, regarde notre drapeau, tu vois? Il flottait pas encore en Algérie, c'était pas encore fini, tout à fait fini.